Je remercie beaucoup les organisateurs pour l'invitation. Je serai un peu plus fatigant que tous ceux qui m'ont précédé hier et aujourd'hui aussi. Je vous demande pardon et je vous le demande aussi et en avance pour mon français. Les parties les meilleures de mon intervention du point de vue de la langue sont les passages de mon édition de la lettre à Léon X, traduite par Françoise Choët et Michel Paoli. J'espère que vous puissiez trouver mes erreurs et mes imprécisions un cachet supplémentaire au texte, comme l'a dit hier Jean-François Chevrier en se référant à une note de Giorgio de Chirico, les Italiens. Oui. Peut-être pas tous savent que Raphaël, né à Urbain en 1483, est mort à Rome le 4 avril 1520, vendredi saint, à l'âge de 37 ans, n'a pas été seulement un grand peintre et un des maîtres du dessin, mais aussi un architecte, un des plus importants à la Renaissance. Et la Renaissance, tout le monde le sait, commence en Italie au début du XVe siècle. Donc Raphaël a vécu à l'apogée de cet âge d'or des arts et des lettres. Il a été le créateur d'une incomparable architecture peinte, la chapelle Chigi, dans l'église Sainte-Marie du Peuple, le palais Brancogno dell'Aquila, maintenant de Tuy, le palais Pandolfini à Florence, pour faire seulement un peu d'exemples, ont été projetés par lui, tandis qu'il a accompagné le projet de Villa Madama pour le pape Léon X et son cousin, le cardinal Jules de Médicis, par une lettre découverte en 1967, conçue rhétoriquement à la manière de la lettre concernant la Villa Laurentina que Pline le Jeune adressa à son ami Gallus, dont nous a parlé hier Mireille Courant. Raphaël a été aussi le successeur de Donato Bramante comme responsable du bâtiment de la nouvelle basilique Saint-Pierre, dont la première pierre avait été posée le 18 avril 1506. Il fut nommé architecte de la basilique au mois d'août 1514. La responsabilité du chantier du Vatican porta Raphaël à étudier le texte de Vitruve. Mais en ne connaissant pas le latin, il s'adressa à Fabio Calvo, un physicien très compétent en grec et en latin, qui avait déjà traduit le Corpus Hippocraticum. La traduction fut accomplie chez Raphaël en suivant l'exemple de l'édition de Fra Gioconde, le franciscain, bâtisseur du premier pont en pierre de Paris, le pont Notre-Dame, comme chacun le sait. Une édition parue à Venise en 1511. La première contenant des gravures qui sont en même temps des explicitations, j'espère que ce mot existe en français, graphiques et un commentaire du texte de Architectura. La traduction de Calvo est connue selon deux copies à la Bayerische Staatsbibliothek de Munich. Une d'entre elles, glossée et interpolée, accueille 35 notes autographes de Raphaël. Nous verrons quelle a été l'importance de cette traduction qui s'inscrit dans le sillage d'un complet recouvrement de l'antique. En même temps, aussi bien que toute forme de traduction trahison, la traduction en langue vulgaire rend le texte de Vitruve actuel et identitaire. Mais ça, c'est autre conférence. Raphaël, aidé par la plume de son ami Baldassare Castiglione, celui qui écrivit le livre du courtisan, est l'auteur aussi d'une célèbre lettre, connue par tous ceux qui s'occupent de Raphaël, de théorie de la restauration
ou de l'histoire de la législation de tutelle des monuments en Italie. La lettre est l'épître dédicatoire qui aurait dû accompagner un relevé de la Rome antique par Raphaël. Davantage, elle devait préluder à un traité d'architecture illustré par des dessins d'édifices antiques représentés selon une méthode rigoureuse sous leur forme originelle et non pas à l'état de ruine. Ce texte est attesté par 4 documents, dont 3 sont manuscrits, le 4e imprimé. Un premier manuscrit, si vous voyez, conservé à la Bayerische Staatsbibliothek de Munich, a été publié la première fois par Passavant en 1858. Un deuxième manuscrit, autrefois conservé dans les archives des comtes Castiglioni à Mantoue, est maintenant acheté par l'État italien pour les archives de l'État de la ville au bord du Mincio, redécouverte aux alentours de 1910, a été publié et édité par moi-même en 1994. Il s'agissait de ma thèse de doctorat. Un troisième manuscrit, lui aussi à Mantoue, dans une collection particulière, a été découverte et publié par moi en 2015. La quatrième source de la lettre est constituée par le texte imprimé à Padoue en 1733 parmi le corpus des œuvres de Castiglione et attribué à Raphaël en 1799. La critique s'accorde à dater le texte de 1519. On peut diviser le sujet de la lettre à trois grands thèmes. Le premier, le plan de Rome et la protection des monuments antiques. L'esquisse d'une histoire de l'architecture. Le relevé et le dessin en projection orthogonale. Nous ne nous occupons pas du deuxième thème, c'est-à-dire de l'histoire de l'architecture, en ekphrasis, et seulement un tout petit peu du premier, mais surtout du troisième, c'est-à-dire de la représentation de l'architecture. En fait, l'intelligence et la pensée de Raphaël est bien saisissable dans tous les passages techniques, tandis que la culture et le style de Castiglione sont très forts dans les passages rhétoriques et littéraires de la première partie du texte. Ce fut le pape Léon X qui demanda à Raphaël le relevé. Je cite, « Votre sainteté m'ayant donc demandé de représenter au moyen du dessin la Rome antique autant qu'on peut la connaître d'après ce qu'on voit, ce qu'on en voit encore aujourd'hui, avec les édifices qui en offrent de restes suffisants pour qu'on puisse déduire sans conteste leur aspect initial. J'ai déployé toute la diligence et mon pouvoir afin de satisfaire sans faute le souhait de votre sainteté. » D'où vient l'idée d'un plan de la ville éternelle à l'époque des empereurs? Un plan qui n'aurait pas seulement montré les contours des bâtiments, les rues, les places, etc., mais qui aurait aussi présenté des architectures exemplaires d'une manière tout à fait nouvelle. Le soi-disant temple de la paix ou Forum Pacis, c'est-à-dire le forum de Vespasien, gardait autrefois dans une pièce maçonnée sur une de ses parois la Forma Urbis Romae, c'est-à-dire le plan de la ville qui remontait aux premières années du IIIe siècle, à l'époque sévérienne. Ce plan, gravé dans le marbre, montrait la ville entière comme si tous ces édifices avaient été coupés au niveau du sol. Donc, non seulement les murs extérieurs du bâtiment, on pouvait voir, mais aussi les murs de l'intérieur, comme nous l'a montré hier Karim Basbous, en nous faisant voir le plan en relevé de la ville de Lint. Ce plan, un très grand puzzle, a été découvert, réduit en miettes à la moitié du XVIe siècle. Mais des morceaux étaient visibles dans l'église Saint-Côme et d'Amiens
près du Templum Pacis. Peut-être aussi, comme le croit Ingrid Roland, qu'au temps de Raphaël, quelques éléments pouvaient être visibles et suggérer pourtant, et comme ça, l'idée d'un plan de la ville dessiné à l'antique, tout juste comme le faisaient les Romains, mais nouveau au temps moderne dans sa conception. Parmi les thèmes principaux développés dans la lettre, ici essentiellement Raphaël, celui du relevé et de la codification des règles spécifiques propres au dessin en projection orthogonale occupe un grand tiers du texte entier. Raphaël introduit ce thème par les mots, je cite, « ayant suffisamment expliqué quels sont les anciens édifices de Rome que nous voulons représenter et combien il est facile de les distinguer des autres, il reste à indiquer comment nous nous sommes pris pour le mesurer et le dessiner. Et n'ayant personnellement pas lu ou entendu que quiconque parmi les anciens ait jamais parlé de la manière de mesurer avec la boussole aimantée, dont nous nous servons pour notre part, j'estime qu'il s'agit là d'une invention des modernes. C'est pourquoi il me semble bon de l'enseigner avec diligence à ceux qui l'ignorent. Raphaël, donc, décrit un instrument avec lequel relever soit la ville, soit les édifices. L'instrument est un horizon pourvu d'un compas magnétique et d'un rayon mobile ou alidade, peut-être analogue à celui dont se servit Léonard pour réaliser le plan d'Imola, d'Urbain et de Pesaro aux environs de 1502-1503, ainsi que le relevé du fleuve Arno aux alentours de Florence en 1503-1505. La séquence des opérations décrites par Raphaël est la suivante. Relevé de la ville depuis le haut des collines. Le système de triangulation utilisé à cette fin était probablement semblable à celui auquel avait recouru Léon Battista Alberti en se plaçant sur le mont Capitolin pour obtenir les données numériques livrées dans la Descriptio Orbis Romae. Intégration du territoire urbain, relevé et dessiné dans le cadre des 14 regiones augustaines, il ne s'agissait sans doute pas seulement d'obtenir ainsi une représentation visuelle de la topographie antique, mais bien, grâce à cette division en secteurs, de rationaliser des opérations de relevé ultérieures et de disposer d'un principe efficace pour l'organisation générale du traité. Relevé et représentation graphique des édifices les plus significatifs et d'exemplaires. La méthode adoptée pour obtenir cette représentation est celle des projections orthogonales, à laquelle Alberti se réfère dans un célèbre passage du De Re Edificatoria, consacré au dessin d'architectes en plan et en élévation, un dessin qui diffère de celui du peintre qui se sert des ombres, de lignes raccourcies et d'angles qui changent. Raphaël Lequel. Et comme, à mon avis, beaucoup se trompent en dessinant les édifices, qu'au lieu de représenter un architecte, il représente un peintre. J'expliquerai maintenant la manière dont je pense qu'il faut procéder pour comprendre correctement toutes les mesures et savoir retrouver sans erreur tous les membres de l'édifice. Le dessin des édifices se divise donc en 3 parties. La première est le plan, pianta, ou plutôt le dessin plan. La deuxième, l'élévation extérieure, parete di fori, paroi de dehors, avec ses ornements. Et la troisième, l'élévation antérieure, parete di dentro, paroi de dedans, avec ses ornements. Raphaël est très didactique au sujet du dessin et insiste beaucoup pour que l'on comprenne bien la méthode des projections orthogonales, recourant aussi à des exemples de cas limites, tel un édifice bâti en pente, vous le voyez en bas,
Cet espace, écrit Raphaël, doit être rendu plan de façon que la base de la pente ait sa ligne parallèle à celle de divers niveaux de l'édifice. Et à cette fin, il faut prendre comme repère la ligne horizontale menée au droit de la pente, et non la ligne de la pente, afin que tous les murs soient perpendiculaires à la première. Tel encore, vous le verrez en note, un édifice rond. Si l'édifice est rond, ou si l'on veut montrer deux faces d'un édifice carré, il ne faut pas, comme certaines, diminuer la profondeur de leur dimension en réduisant la taille de ce qui s'éloigne de l'œil, ce qui révèle de la perspective et appartient au peintre, mais non à l'architecte. C'est pourquoi les mesures du dessin d'architecte ont pour caractéristique d'être toujours, pour tous les côtés, obtenues à partir de lignes parallèles. Raphaël souligne encore l'importance de la double projection orthogonale, parce qu'ainsi, les deux dessins se complètent mutuellement. Raphaël décrit avec taillonnage et beaucoup de précision la séquence du dessin en double projection orthogonale, avec le plan en bas et l'élévation divisée en deux parties en note. À gauche, l'élévation extérieure, à droite, celle intérieure. Répétant continuellement le mot, tu tireras des lignes parallèles, en te servant toujours de lignes parallèles, à partir de lignes parallèles, en suivant les lignes parallèles. On en comprend bien le pourquoi. Les architectes de la Renaissance ont le problème de la correspondance des proportions et des éléments des ordres architecturaux à l'extérieur comme à l'intérieur, dont le dessin en double projection orthogonale donne tout de suite la possibilité d'un contrôle. Je vous invite à suivre le peu de texte que je suis en train de lire sur la diapo. Un dessin que je fais il y a longtemps, en suivant les prescriptions de la lettre. Après avoir ainsi dessiné le plan, qu'il soit rond, carré ou de toute autre forme, et après en avoir distingué les membres avec leurs dimensions, il faut, en utilisant toujours la petite mesure, donc le dessin est en échelle, tirer une ligne de la largeur de la base de l'édifice entier. Depuis le point médian de cette ligne, on tirera une autre ligne droite, perpendiculaire à la précédente, et qui sera la ligne de l'entrée de l'édifice. Partant de deux extrémités de la ligne figurant la largeur, on tirera au-dessus et perpendiculairement à la ligne de la base deux lignes parallèles qui doivent être aussi hautes que doit être l'édifice et qui figureront dans la hauteur de l'édifice. Puis, entre les deux lignes opposées qui figurent la hauteur, on prend la mesure des colonnes, des piliers, des fenêtres et des autres ornements dessinés dans la moitié du plan, représentant la façade antérieure de l'édifice. Et depuis chacun des points figurant la limite des colonnes ou des piliers et des vides, ou plutôt des ornements de fenêtres, pour chacun d'entre eux, tu tireras de même des lignes parallèles aux deux lignes extrêmes. Ensuite, transversalement, tu indiqueras la hauteur des bases des colonnes, des chapiteaux, des architraves, des fenêtres, des frises, des corniches, etc., en te servant toujours de lignes parallèles à celles de la ligne de plan de l'édifice, et ainsi de suite, jusqu'à conclure les trois modes. Enfin,
les architectes peuvent satisfaire, moi je peux satisfaire, leur désir très longuement comprimé d'envoyer M. Monge au grenier. Raphaël a codifié les projections orthogonales longtemps avant lui. Voilà. Les trois modes de représentation graphique proposés par Raphaël correspondent à la classique triade vitruvienne iconographia, orthographia et scénographia, dans la mesure où Raphaël interprète ce dernier vocable en termes de coupe. En effet, la traduction du passage de De Architectura au deuxième chapitre du premier livre, dans le manuscrit Italicus Transept de Munich, c'est le manuscrit qui a des glosses et des notes autographes de Raphaël, est la plus tourmentée du Codex entier. Elle a été écrite et effacée plusieurs fois avant de parvenir à la traduction optimale, mais pas encore accomplie ni définitive. Vous pouvez voir dans la diapo un passage de mon édition de la traduction de Fabio Calvo, qui va être imprimé en peu de temps, pour comprendre la difficulté de la traduction. De prime abord, il nous semble que la traduction suive le texte de Vitruve. Mais en lisant les glosses en manchette, on s'aperçoit que la traduction a été dirigée par la représentation que du mot latin scénographia avait donné Frère Joconde. Frère Joconde, un édifice en perspective. Iconographie, selon Joconde, orthographie et scénographie. Un édifice, donc, en perspective. Joconde a traduit le premier scénographia par le mot graphique, perspective, presque un hiéroglyphe. Dans la glosse en manchette, on peut donc lire, j'ai traduit l'italien de Raphaël, scénographie est la vue en perspective, c'est-à-dire la démonstration de l'ordre antérieur de l'édifice que l'on doit bâtir, harmonisé avec le dehors. Deux traits de plume ont effacé scénographie et la vue en perspective. Et donc, la scénographie, pour Raphaël, n'est que la coupe. Et d'autre part, seulement la coupe a une correspondance avec le plan et l'élévation extérieure dans un mot avec l'art de bâtir. Je montre les mêmes dessins que Joconde dans l'édition de Jean Martin, 1547. Quelque chose qui a été traduit encore en français. C'est un manuscrit français de peu d'années après l'imprimé. C'est un manuscrit qui est conservé à Turin, dans la Bibliothèque nationale universitaire. Et vous voyez francisé l'élévation près de la cour carrée du Louvre, à peu près, et la scénographie en château à la française, si on va le doubler. Ça, c'est pour madame. Donc, il y a eu une traduction aussi de la vue en projection orthogonale dans une vue en perspective. Je crois qu'à droite, vous voyez un dessin de Jean Goujon lui-même. Donc, il était le seul qui pouvait changer le dessin qu'il avait déjà fait dans l'édition. Raphaël a donc conquis par entier ce qu'il croyait être la manière de dessiner des anciens Romains. Sa vision de l'Antiquité s'est accomplie. Il a transformé une triade graphique à l'antique dans une formule nouvelle et à l'avant-garde de la représentation architecturale. Mais il s'est agi aussi d'un prêt ou d'un vol, cela dépend des points de vue, ou d'une mise en valeur d'une pratique graphique ancillaire des peintres, cachée parce que tout simplement préparatoire à la perspective.
Nous le verrons dans très peu de temps. Le dessin en projection orthogonale était bien connu justement par les peintres. Après Raphaël, les traités d'architecture, surtout italiens du XVIe siècle, ont diffusé la manière graphique du dessin de l'architecte qui n'a plus rien à voir avec celui des peintres. Vous voyez des gravures de l'édition de 4 livres d'architecture d'Andrea Palladio. Voilà. Ce type de dessin d'architecture était couramment pratiqué dans l'Europe gothique et renaissante. Mais il faut reconnaître que le plus souvent, les hommes de l'art devaient se trouver démunis lorsqu'ils étaient confrontés à la représentation des voûtes et plus généralement des surfaces curvilignes. On les constate, par exemple, dans le célèbre dessin du carnet de vie à Doncourt, comme l'ont suggéré Wolfgang Lotz et Christoph Frommel. Quand Willer peut intuitivement rapporter la consistance matérique d'un élément architectural à un objet adimensionnel, il dessine une projection orthogonale, pas parfaite, mais certainement une projection. C'est le cas des arcs-boutants et des larges et hautes parois de la cathédrale de Reims. Mais il donne l'aspect de protrusion aux parois des absidioles. Et enfin, pour les coupes des voûtes, il fait recours à une convention graphique, une série de petites vagues. Par la suite, en revanche, et on le voit bien notamment dans les dessins italiens du 400 et du début du 500, mais du XIVe siècle aussi, par exemple dans le dessin de la façade du palais San Sedoni à Sienne de Giovanni di Agostani, 1339-1340, et dans le relevé à droite du Don de Milan d'Andrea de Vincenti, 1389-1391, les architectes ne surent ou ne voulurent pas résister à la tentation d'utiliser des conventions graphiques permettant de rendre une élévation orthogonale plus compréhensible et plus clairement lisible, en lui ajoutant un élément qui suggérait l'avancée dans l'espace, la tridimensionnalité, l'épaisseur de la construction grâce au recours habituel à la perspective. Codex Conner, Giuliano da Sangallo, dans le Codex Barberiniano à la Bibliothèque du Vatican, encore Giuliano. Et Antonio da Sangallo le Jeune, non plus, renonce à suggérer la troisième dimension dans les bases et les chapiteaux, tracés à main levée dans un fameux dessin représentant 2 différentes solutions pour la cour du Palais Farnèse à Rome. S'il est vrai qu'au XVe et VIe siècle, on dessinait en projection orthogonale, comment n'a-t-on pu passer de l'application aléatoire de cette méthode et de l'accumulation des expériences graphiques de la fin du XVe siècle à une définition organique codifiée dans la lettre des 3 modes qui devaient s'affirmer au cours du VIe siècle? Par quel cheminement n'a-t-on pu obtenir ce résultat et quels artistes en furent les initiateurs? En fait, un fil rouge relie Raphaël à Bramante et à Piero della Francesca. Les dessins les plus accomplis, selon toutes les règles prescrites par la lettre, ont été exécutés par Donato Bramante, approximativement en 1514. Et, d'après Christoph Tönnes, certains indices permettraient d'affirmer qu'il existe un prototype bramantesque de la parete di dentro, c'est-à-dire la coupe, remontant au séjour de l'architecte à Milan, qu'il avait quitté en 1499. Dessiné, vous voyez
une gravure de Serlio, du troisième livre de Serlio, qui vient peut-être directement d'un dessin de Bramante ou à travers la médiation d'Antonio de Sangallo le Jeune pour la coupole de la basilique Saint-Pierre. Vous voyez le plan et la projection de la lanterne à l'intérieur, et puis une moitié de l'élevé et une moitié de la coupe. J'avais dessiné les édifices architecturaux de manière à décomposer leur structure unitaire en une série et vues distinctes correspondant à une démarche abstraite et sélective est une technique que Bramante avait apprise de Piero della Francesca, dont il semble avoir été l'élève. De fait, les dessins en projection orthogonale avec la conservation d'un même rapport d'échelle entre plan et élévation illustrent les propositions du troisième livre du De Prospectiva Pingendi de Piero. Il constitue la phase préliminaire et incontournable de la méthode perspective par intersection introduite par le grand artiste théoricien de Borgo San Sepolcro dans le troisième et dernier livre de son traité. On trouve également de nombreux dessins à projection orthogonale dans les Libellus de Quinque Corporibus Regularibus, qui fut, selon le terme de Piero, le dernier travail théorique de sa vie, in hoc ultimo aetatis meae calculo. Sans avoir dû recourir à l'intermédiaire de Bramante, lors de leur séjour commun à Rome, Raphaël aurait aussi pu apprendre la méthode de la double projection orthogonale directement à Urbain, où le détraité de Piero était conservé à la bibliothèque ducale. La volonté de distinguer entre dessins en perspective à l'usage essentiel du peintre et dessins en projection orthogonale réservés à l'architecte est propre à ceux qui sont à la fois l'un et l'autre, tels Bramante et Raphaël, mais déjà avertis. Cette nécessité trouve une solution naturelle, en particulier lorsqu'on est habitué à concevoir l'architecture peinte en perspective, dans sa relation avec un plan et une élévation orthogonale, comme c'est le cas lorsque l'on suit la démarche exposée dans le troisième livre du De Prospectiva Pingendi. Je vous montre tout simplement des dessins de Piero della Francesca, surtout du témoin de la bibliothèque communale de Reggio Emilia, de la bibliothèque de Parme et aussi et surtout de la bibliothèque communale de Bordeaux, un autographe de Piero, texte latin, correction et dessin de la main de Piero. Voilà, on voit une voûte, seulement en projection orthogonale, un chapiteau italique, plan élevé, dans le même rapport d'échelle. C'est ça. Une tête vue le devant, le flanc et des coupes horizontales, plusieurs coupes, jusqu'à 12. Tout cela sert pour arriver à une vue perspective de la tête. Donc ce sont des dessins préparatoires pour la perspective. Merci.